Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle webconférence qui a pour sujet la gestion de la reprise de nos pratiques. Effectivement, depuis le 11 mai, le déconfinement est déclaré, mais c'est un déconfinement qui prend plusieurs formes dans son temps et au niveau géographique, effectivement, parce que les conditions sanitaires sont très différentes à l'intérieur du pays et donc les réglementations par rapport à ces différents secteurs géographiques sont également très différents. Donc, de manière à voir un peu plus clair après cette longue période de confinement, aujourd'hui, le docteur Frédéric Maton, nous éclairera un petit peu même beaucoup sur le point concernant les aspects médicaux, concernant les plusieurs situations que peuvent rencontrer les rameurs. Et puis, dans un deuxième temps, Patrick Ranvier, DTN de la Fédération d'Aviron, nous éclairera quant à lui sur les aspects réglementaires auxquels il faut beaucoup prêter attention dans la mesure où ils sont très évolutifs. Donc, je vais tout d'abord passer la parole à Frédéric pour qu'il puisse se présenter et nous éclairer effectivement sur ces points médicaux. Oui, bonjour. Donc Frédéric Maton, médecin du sport et médecin en charge du haut niveau à la Fédération d'Aviron. Donc effectivement, c'est comme tu le dis Didier, c'est cette période de déconfinement et l'occasion de faire un petit point médical sur justement quel encadrement évoquer, envisager du moins en période de reprise sportive après confinement et évoquer également quelques petits points sanitaires. Donc je resterai très pratique sur mon topo, sur mes recommandations. Je vais pas vous faire un cours de virologie sur le Covid. Je pense qu'on en entend assez parler dans les médias. On va évoquer finalement trois situations. La première situation, c'est la situation d'un rameur qui, pendant le confinement, a gardé la santé, est actuellement en pleine forme, n'a eu aucun signe, aucun symptôme d'infection. La deuxième situation que l'on va voir après, c'est un rameur qui a présenté des symptômes, qui a un doute ou sur une infection pendant le confinement, ou un rameur qui a carrément été malade pendant le confinement. Et la dernière situation, la troisième qu'on va évoquer, c'est la situation d'un rameur qui actuellement est malade. Alors cette situation-là va déboucher, effectivement, on va le voir après, cette troisième situation va déboucher finalement sur des recommandations qui s'inscrivent dans le temps, puisque je pense qu'on a tous compris qu'on n'est pas prêt de ne plus en entendre parler de ce Covid. Et donc, cette troisième situation, ça sera finalement une situation que l'on pourra envisager dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, on va d'abord évoquer la première situation. Donc, la situation d'un rameur qui a fait un confinement qui s'est très bien déroulé, qui n'a présenté aucun symptôme pendant son confinement, qui est en forme. Donc, il est actuellement en reprise sportive. Alors, y a-t-il des précautions médicales à prendre? Alors, tout dépend de s'il est sportif de haut niveau ou pas. Donc, les sportifs de haut niveau en aviron doivent se soumettre au protocole mis en place actuellement pour toutes les fédérations. C'est-à-dire que même si le rameur de haut niveau a fait un confinement qui s'est très bien déroulé, sans être malade, il est de bon ton de faire une visite médicale avec un électrocardiogramme. Donc ça, c'est un protocole qui est mis en place pour tous les sportifs de haut niveau en France, même s'ils ont bien vécu le confinement. Qu'en est-il de cette situation pour le licencié dans un club? Alors, le licencié dans un club, on peut suggérer qu'il a une charge d'entraînement qui est, une charge d'entraînement qui est moindre par rapport à un sportif de haut niveau. Donc, il n'est pas obligé de faire cette visite médicale. Toutefois, c'est pourquoi pas l'occasion de faire un petit point médical avec son médecin du sport, même si on est licencié dans un club, pour envisager aussi différents points, la gestion de son poids par exemple, si on a pris du poids pendant le confinement, son état de santé, et aussi faire un électrocardiogramme, mais ça n'est pas obligatoire, ça n'est pas réglementaire pour les licenciés. Mais pourquoi pas? Après, c'est selon les souhaits de chacun. Après, il y a aussi des licenciés qui ont un haut niveau de pratique. Donc, pour les licenciés qui ont un haut niveau de pratique, là, effectivement, ça sera pas mal de faire un petit point médical avec son médecin du sport. Donc ça, c'est la première situation. Examen médical ECG, si on est sportif de haut niveau, obligatoire. Si on n'est pas sportif de haut niveau, si on est rameur dans un club, on peut très bien reprendre l'aviron sans avis si on est vraiment en pleine forme, si on n'a vraiment aucun problème de santé.
Mais si on le souhaite, pourquoi pas faire une visite. On va passer à la deuxième situation. Alors la deuxième situation, c'est un rameur qui a présenté des symptômes d'infection au Covid pendant le confinement. Alors ces symptômes peuvent être légers comme être des symptômes très évocateurs de Covid, comme faire un syndrome grippal, des courbatures, une fièvre importante. Donc si on est quasiment certain d'avoir fait une infection Covid pendant le confinement, bien là, il faudra un suivi médical, un bilan médical un petit peu plus poussé avant de reprendre le sport. Il faudra aller voir son médecin pour faire une visite médicale, toujours un électrocardiogramme, mais il faudra faire en plus une épreuve d'effort pour voir comment le cœur se comporte à l'effort. Donc là, ce sont les cardiologues qui font ça. Et, que l'on soit sportif de haut niveau ou sportif dans un club, finalement, si on a fait une infection Covid avérée, avec, a fortiori, si les symptômes étaient importants, il faut impérativement faire ce test d'effort pour éliminer tout problème cardiaque et vérifier que son cœur fonctionne bien. Donc ça, c'est la deuxième situation. Alors dans cette deuxième situation, il y a le cas qui est un petit peu embarrassant du rameur qui a fait une forme mineure de Covid, donc qui n'a pas fait le gros syndrome grippal avec 39 de température, être cloué au lit, etc. Ça peut être le cas d'un rameur qui a simplement perdu le goût, l'odorat pendant quelques jours. Le rameur qui a fait deux jours de température, un peu de tout, et c'est tout. Tout est rentré dans l'ordre très rapidement. Donc, on sait très bien que le Covid donne parfois, et même souvent, des petits signes, des petits signes cliniques. Alors, dans ces cas-là, alors l'idéal, ça serait de faire une sérologie pour vérifier si c'était bien une infection Covid ou pas. Et si la sérologie est négative, eh bien, ça revient à être dans le premier cas. Donc, rien de réglementaire pour le sportif licencié. Si la sérologie revient positive, dans ces cas-là, ça montre bien que les petits signes qu'on a eus il y a un mois pendant le confinement, c'était bien une infection Covid, mais une infection mineure. Et donc, dans ces cas-là, ça sera pas mal, effectivement, d'aller voir un cardiologue pour avoir un avis également. Donc ça, c'est le deuxième cas. Alors, merci beaucoup Frédéric. Juste une question. Alors, il y a deux questions. La première que j'aurais, c'est dans le cas d'un rameur en fait qui n'a pas été malade, mais par contre qui a été en contact avec d'autres personnes vraiment avérées malades, atteintes du Covid. Dans ce cas-là, qu'est-ce que doit faire ce rameur Alors, c'est le cas d'un rameur qui a été en contact avec une personne qui était infectée par le Covid, mais le rameur lui-même n'a rien eu, n'a pas été malade. Ouais. Alors, en fait, après, là, ça devient un petit peu plus délicat. Si ça remonte à plus d'un mois, on part du principe que s'il n'a pas été malade, vraiment aucun signe, ça m'étonnerait qu'il ait fait le Covid. Donc, il y a vraiment un risque très infime qu'il ait fait le Covid sans aucun signe clinique. Donc là, je pense qu'une visite médicale et un ECG, pour rassurer tout le monde et pour être certain d'avoir une bonne analyse cardiaque, je pense que ça suffit. Il y a un cas quand même particulier, c'est si ce contact avec la personne infectée remonte à 2 semaines, à moins de 2 semaines. Dans ces cas-là, là par contre, il faut faire un test nasal dont on entend parler beaucoup dans les médias, un test nasal à l'écouvillon pour savoir si on est infecté, si on n'est pas porteur sain. Donc là, on fait le test, qu'on appelle le test PCR, le test nasal. Si le test revient négatif, c'est qu'on était en contact avec une personne malade, mais on n'a pas attrapé la maladie. Si le test revient positif, bien là, à ce moment-là, on est considéré comme positif et on est dans le troisième cas que je vais parler après. Alors, si tu veux bien, Fred, on va faire une petite interruption dans la présentation de manière à pouvoir répondre à deux questions en fait qui se rejoignent. La question d'Angélique que j'affiche juste à l'instant, qui nous dit pour les ados qui ont un gros volume d'entraînement en club, pensez-vous qu'une visite est nécessaire? Et cette question, en fait, elle rejoint une autre partie de la population qui concerne en fait les personnes plus âgées de environ 60-65 ans, et c'est la question de Philippe en fait. Donc, est-ce qu'il y a justement des préconisations particulières pour ces catégories d'âge-là? Alors, par rapport à l'âge, il faut voir deux choses. Par rapport à l'âge et par rapport au volume d'entraînement. Parce que vous vous doutez bien que
le risque cardiaque alors il n'est pas proportionnel, mais il est quand même lié à l'intensité de l'effort et à la charge d'entraînement. Donc même pour un adolescent, pour répondre à la question d'Angélique, un adolescent rameur qui a un gros volume d'entraînement, s'il n'a eu vraiment aucun symptôme pendant son confinement, c'est pas forcément la peine d'aller faire une visite médicale, même si encore une fois, c'est pas non plus une erreur d'en faire une, mais en tout cas, c'est pas une obligation. Par contre, un adolescent qui a un gros volume d'entraînement, s'il a eu le moindre symptôme évoquant un COVID mineur, là, il faut faire un électrocardiogramme. Un simple électrocardiogramme, déjà, ça permet d'éliminer pas mal de complications cardiaques potentielles. Après, pour répondre à l'autre question concernant une pratique loisir d'un rameur de 60-65 ans, là finalement également il faut prendre en compte deux choses. Y a-t-il eu des symptômes? Donc un mal de tête, une petite fièvre passagère, une perte du goût de l'odorat. Si oui, alors attention, il faut être vigilant. Et puis le deuxième paramètre où il faut faire attention dans cette tranche d'âge-là, c'est la tolérance actuelle de l'entraînement lors de la reprise. Si je suis rameur de 65 ans et que lors de ma reprise depuis cette semaine, j'ai du mal à tirer sur l'ergot ou ma fréquence cardiaque est un peu plus élevée que d'habitude sur l'ergot, par exemple, si j'ai des difficultés de m'adapter à l'effort, là ça montre aussi une difficulté de reprise sportive. Et donc là, il faut faire au minimum une visite médicale et un électrocardiogramme. Il faut voir aussi, il faut prendre l'électrocardiogramme comme étant un peu un dépistage qui va pouvoir orienter ou pas vers une épreuve d'effort. Mais je pense que l'épreuve d'effort, c'est vraiment impérativement pour le cas du sportif de haut niveau qui a fait le Covid. Ça, c'est vraiment impératif. C'est le seul cas où ça ne se discute pas. Après, encore une fois, on pourra proposer une épreuve d'effort chez un rameur loisir de 60-65 ans, si d'une part il a présenté des symptômes Covid, et a fortiori s'il a du mal à reprendre l'activité sportive au niveau cardiaque et respiratoire. Alors, je vois les questions qui arrivent. Par rapport au test, je ne vais pas répondre à la question tout de suite pour le test, parce que j'ai prévu d'en parler après. Donc voilà les deux premières situations. On va envisager la troisième situation, qui est, alors c'est cette situation-là qui va perdurer dans le temps, puisque dans les semaines et les mois qui viennent, on peut être confronté à cette situation, c'est le rameur malade. Alors un rameur malade du Covid peut avoir une grosse manifestation comme un syndrome grippal, à être cloué au lit avec 39 de température, de la toux, etc. Ça peut aussi donner d'autres signes cliniques beaucoup plus faibles, comme une petite fièvre passagère, un épisode de toux, une simple gêne respiratoire, des maux de tête. Alors, il ne faut pas non plus s'affoler à la moindre migraine, mais une migraine qui perdure, qui persiste sur plusieurs jours, ça peut évoquer une infection par le Covid. Même chose pour la perte du goût et de l'odorat, qui peut être étalée sur plusieurs jours, voire une semaine. Il y a aussi d'autres signes qui sont un peu plus rares, mais c'est une forme neurologique de Covid, c'est une cécité partielle, donc des troubles visuels. On a un champ visuel qui est réduit comme ça un peu du jour au lendemain. Et puis aussi, ce qu'on rencontre aussi de temps en temps, c'est une profonde fatigue. Donc, on s'en rend compte parce que la personne est obligée de dormir avec des nuits très longues, quitte à faire la sieste aussi en journée. Donc, il y a vraiment une fatigabilité qui est inhabituelle. Donc, vous voyez que le Covid, c'est pas forcément que la grippe, être cloué au lit. Il y a vraiment toute la graduation des signes cliniques qui peut se présenter. La première attitude à avoir, c'est, dans ces cas-là, on arrête toute activité sportive. Donc, on se met à l'arrêt, et cet arrêt sera prolongé au minimum jusqu'à une semaine après l'arrêt des signes. Pourquoi? Parce que c'est une phase où on est infecté par le Covid, et comme le Covid a une toxicité entre guillemets cardiaque, il ne faut pas risquer de faire un malaise cardiaque parce qu'on est infecté par le virus. Donc, vraiment, la première précaution à prendre, c'est un arrêt total de toute activité sportive, même légère, tant qu'on est symptomatique. Les recommandations actuelles veulent que, dans ces cas-là, on fait un test. Donc, c'est là où on fait un test nasal, le PCR, qui montre ou pas qu'on a le Covid. Les traitements, je ne rentre pas dans les détails puisque ça a été déjà très largement médiatisé. C'est uniquement le paracétamol. On essaie de se limiter à ça pour faire baisser la température, par exemple. Pour la reprise, donc on laisse passer l'infection.
On laisse passer au moins une semaine de repos complet après l'arrêt de tout signe, la disparition de tout signe clinique. Et après, on reprend progressivement et on va voir après dans quelles conditions il faut reprendre. Donc voilà un peu ce troisième cas particulier. En tout cas, il ne faut pas faire de sérologie non plus dans une infection comme ça qui est immédiate. Il faut le seul test à faire, si il faut faire un test, c'est le test nasal. Après, si vous avez un gros syndrome grippal, encore une fois, cloué au lit avec une grande température, une toux, etc., là, j'allais dire, c'est une infection Covid jusqu'à preuve du contraire. Donc là, il ne faut pas se précipiter sur un test. On considère que c'est une infection par le Covid. Frédéric, il y a une question qui me vient là, par rapport au public auquel on s'adresse, qui est très majoritairement sportif et puis avec une grande pratique d'entraînement. Est-ce qu'il y a des proportions différentes en fait des formes graves par rapport aux sportifs, par rapport à la population qu'on peut donner de lambda? Alors c'est vrai, c'est une bonne question parce que, comme je l'ai un peu abordé tout à l'heure, on peut être infecté par le Covid et n'avoir qu'une simple toux pendant 2 jours et c'est tout, jusqu'à se retrouver hospitalisé. Alors, bien sûr, il faut éviter les formes graves. Malheureusement, on peut pas savoir à l'avance comment notre corps va réagir. Y a-t-il plus de formes graves chez les sportifs ou pas? Ça, malheureusement, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas assez de recul. Faut pas oublier que c'est une maladie nouvelle. Donc, on n'a pas assez de recul. Après, on suppose que, étant donné que le système immunitaire est en théorie très performant chez le sportif entraîné, bah, ça pourrait éventuellement laisser supposer que les sportifs soient moins touchés, mais encore une fois, c'est qu'une hypothèse, ça n'a jamais été démontré. Donc il n'y a pas jusqu'à maintenant de différence établie entre la gravité de l'infection Covid chez un sportif par rapport à un sédentaire ou l'inverse. Donc ça, on ne sait pas quelle est l'influence de la pratique sportive sur la gravité du Covid. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 30 à 40% des personnes qui vont faire le Covid, j'allais dire sans s'en rendre compte. Ça va être une infection mineure qui va passer complètement inaperçue. On a un rhume une journée ou deux, et on attribue ça à un rhume ou éventuellement une allergie alors que ça n'en est pas une, et puis ça se passe tout seul. Voilà, ça donne des signes tellement mineurs que le patient ne s'en rend même pas compte, alors que c'est une infection Covid, alors que ça représente quand même de 30 à 40% des infections Covid. Donc c'est quand même la majorité des personnes qui vont faire le Covid sous forme mineure. Donc, toutes les personnes qui vont faire le Covid, il n'y a qu'à peu près 15% qui seront en forme grave, donc hospitalisées. Et quand je dis hospitalisés, c'est pas en rien. Il n'y a qu'une fraction de ces 15% qui vont se retrouver en réanimation. Donc, vous voyez que finalement, les formes graves, on en parle beaucoup, mais le coronavirus donne avant tout des formes mineures quand on regarde les formes qu'il donne dans la population générale. Après, quelle proportion il y a? Est-ce qu'il y a une différence chez les sportifs chez le sportif? Bah ça, on le verra avec le recul. Alors Frédéric, on va peut-être profiter d'afficher quelques questions qui nous sont posées, notamment qu'est-ce qu'on entend par gros volume d'entraînement, avec la question d'Olivier en fait qui nous cite l'exemple de la catégorie d'âge qu'il entraîne, les J15, J16, qui est à peu près à 6h30 d'entraînement par semaine. Est-ce qu'on peut juger ça comme un gros volume d'entraînement? Bah, ça, c'est toujours la question difficile à répondre, à juger, puisque il y a une grosse variation interindividuelle. Il y a des jeunes qui vont faire 6 heures d'entraînement et qui vont très bien le tolérer, et d'autres qui vont mal tolérer déjà 4 heures. Donc, je pense que cette notion de volume d'entraînement, elle est quand même à interpréter en fonction de ses propres capacités et de sa propre tolérance à l'effort, en fait. Bon, ceci dit, pour un J15, 6h30 d'effort déjà dans la semaine, c'est déjà pas mal. Après, il faut voir aussi la rythmicité. Est-ce que c'est une demi-heure d'ergo tous les jours ou est-ce que c'est 3 gros entraînements par semaine? Donc, vous voyez, c'est vraiment une appréciation qui est vraiment tellement individuelle à juger, à apprécier, que c'est difficile de répondre à cette question-là. D'accord. Et puis, là, j'en profite également. La question de Marie qui nous demande quelles sont les responsabilités des entraîneurs face à un accident en lien avec le Covid. Donc, on parle peut-être d'infection. Là, effectivement, on touche à des problèmes juridiques. Je ne sais pas si tu as des informations par rapport à ça.
Alors, les informations que j'ai, mais après je ne suis pas juriste, hein, ce qui est certain, c'est qu'il y a une obligation de moyens, une obligation par les entraîneurs de mettre en place les mesures sanitaires qui seront ensuite évoquées par Patrick. Donc, la fédération a émis des recommandations sanitaires. Je crois que c'est un devoir, une obligation au niveau des clubs et donc des entraîneurs de veiller à la bonne application de ces mesures. Donc, c'est en ça où là, il y a vraiment une responsabilité des clubs. Après, si pour un entraîneur, comment gérer un collectif qui potentiellement, un collectif de rameurs qui potentiellement peut être infecté, bah, je crois que là, c'est aussi le rôle, mais alors je ne sais pas si c'est sa responsabilité, mais en tout cas, c'est le rôle de l'entraîneur de prévenir qu'en cas d'infection, donc en cas de ces signes, d'apparition de ces signes, il faut pas faire d'aviron déjà. Quant au test, notamment nasal, on en a beaucoup parlé à titre systématique ou pas, mais il faut surtout pas envisager à l'échelon d'un club de tester tout le monde à titre systématique. Ça n'entre pas du tout dans les recommandations. Donc, faut surtout s'écarter de ce genre de pratique. Je vais aborder ça après sur les tests, hein. Mais que ce soit même à l'entrée d'un stage, un stage national, un stage de ligue, etc., il ne faut surtout pas tester par un test nasal tous les rameurs pour savoir si ils ont le Covid ou pas, pour les autoriser ou pas à être en stage. Non, il faut qu'ils respectent les règles sanitaires, qu'ils ne viennent pas si ils ont présenté des signes depuis 2 semaines, puisque il ne faut pas oublier que l'incubation elle est d'environ 7 jours. Donc ça, c'est les préconisations à dire. On ne vient pas au club ou on ne vient pas en stage si on présente les signes ou si on en a présenté depuis 2 semaines. Ça reste simple. Alors, si on en a présenté depuis 2 semaines, c'est là effectivement où on peut faire un test nasal PCR pour savoir ce qu'il en est. Et là, on autorise le stage ou le club si le test est négatif. S'il est positif, ben là, il est écarté. Mais il ne faut surtout pas faire de test à titre systématique. Donc justement, on rentre dans le sujet. Donc dans les semaines et dans les mois à venir, effectivement, donc savoir détecter les rameurs potentiellement malades et surtout respecter les règles sanitaires. Alors je vais pas rentrer dans les détails puisque Patrick va certainement l'aborder après. Mais sachez qu'il y a un document fédéral qui a été édité, donc je vous renvoie à ce document qui est très clair pour le respect des règles sanitaires. En ce qui concerne les tests, justement, donc j'ai déjà un petit peu abordé. Donc vous avez, pour rester simple, parce qu'on en dit beaucoup sur les tests actuellement. Alors, on en a mis 2 types. En fait, il y en a, comme rien n'est simple, il y en a 3. Le test, ce qu'on appelle le test PCR. Donc, c'est le test nasal. Donc, vous en avez tous entendu parler. C'est le test à l'écouvillon qu'on met dans le nez pour recueillir essayer de rechercher des ARN de virus. Ce test-là n'a d'intérêt que lorsque le sujet est infecté, pour savoir s'il a le Covid ou pas, et notamment dans les 15 jours qui suivent l'apparition des symptômes, ou alors en période d'incubation, mais en général, l'incubation, on ne sait pas qu'on est en période d'incubation. Donc, dans les 15 jours qui suivent l'apparition des symptômes, on peut éventuellement mettre en évidence du virus au niveau des narines, au niveau des fosses nasales. Passé ces 15 jours, ça ne sert à rien de pratiquer ce test pour mettre en évidence une infection. La sensibilité vitesse diminue. Même si on est en période d'infection vraie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des faux négatifs par ces tests-là. On fait le test, je suis malade, je fais le test et il revient négatif, alors que je suis réellement malade. Donc c'est ce qu'on appelle des faux négatifs. Donc le test affiche faussement une non-infection. Ça représente quand même 1/3 des prélèvements. Donc vous voyez que ce test-là manque de fiabilité. Alors, on ne peut pas l'améliorer puisqu'il n'y a pas d'autres tests qui permettent le dépistage. Donc on est bien obligé de s'en contenter. Donc c'est pour ça que certains, d'ailleurs, préconisent que quand on suspecte un virus, on fait le test. S'il est négatif, on peut parfois préconiser de refaire le test une semaine après. Mais pour se rendre compte qu'il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant les résultats de ce test. C'est une bonne indication d'infection quand il est positif, mais quand il est négatif, on a
un risque sur 3 de se tromper. Ça, c'est le test PCR nasal. Actuellement, on commence à parler des tests sérologiques. Alors, les tests sérologiques, là, c'est au niveau du sang. Et on recherche dans le sang les anticorps dirigés spécifiquement contre le virus. Donc, si on retrouve des anticorps, c'est qu'on a fait le coronavirus. S'il n'y a pas d'anticorps, c'est qu'on ne l'a pas fait. Ce test, il y en a deux types. Il y en a un qui se fait avec une goutte de sang au bout du doigt, un peu comme les dextros que font les diabétiques. Donc, on prélève une goutte de sang sur le bout du doigt et il y a une machine qui analyse le résultat. Ce type de test sérologique manque de fiabilité, en tout cas n'a pas plus de fiabilité que le test PCR dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a toujours un test d'erreur, un tiers d'erreur. Le test le plus fiable, c'est vraiment, on fait une prise de sang, on met du sang dans un tube et on recherche dans le tube les anticorps contre le virus. La difficulté, c'est que ces anticorps n'apparaissent qu'à partir de 3 à 4 semaines après l'infection. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire une sérologie parce que j'ai fait un symptôme la semaine dernière, on ne retrouvera pas d'anticorps. Il faut savoir attendre 3 semaines, 1 mois, idéalement 1 mois. Et là, vous avez une très bonne sensibilité de l'ordre de pratiquement 90%. Donc là, il n'y a pratiquement pas de cause d'erreur. Donc ces tests sérologiques sont de toute façon, ça c'est l'un des grands principes, sont toujours faits à distance de l'infection. Proche de l'infection, ça sera le test nasal. À distance de l'infection, ça sera le test sérologique. Je pense qu'il faut, pour l'instant, éviter le test, encore une fois, avec une goutte, un test capillaire avec une goutte de sang au bout du doigt pour l'instant, parce que ça manque de fiabilité. Donc voilà un peu les deux types de tests et les deux indications. Dans un cas comme dans l'autre, ça répond à une situation clinique, c'est-à-dire je soupçonne que je suis malade ou pas, ou alors je suis malade ou pas. Mais en tout cas, il ne faut pas faire de tests systématiques qui sont préconisés pour les professionnels de santé ou certains cas particuliers. Mais en tout cas, dans notre milieu, c'est-à-dire je pratique l'aviron dans un club, dans une ligue, dans un collectif, je n'ai pas d'intérêt à faire l'un des deux tests à titre systématique si je n'ai pas été malade. Donc, on fera ces tests-là si je suppose avoir été malade depuis 15 jours, ou alors si en début de confinement, par exemple il y a 1 mois, j'ai eu pas mal de signes quand même qui évoquent un virus. Donc là, à ce moment-là, je fais le test sérologique, puisqu'on est à distance, pour savoir si c'était vraiment le Covid ou pas. Dernière petite précision sur les tests, ça a un coût quand même. Alors autant le test nasal, ce qu'on appelle le PCR, est remboursé par la sécurité sociale sur prescription médicale et sur prise de rendez-vous avec un laboratoire, autant la sérologie est pour l'instant non remboursée, et c'est de l'ordre de 44 € à peu près à la charge du patient. Donc voilà un peu pour être complètement transparent sur les tests. Donc toujours dans cette fameuse période qui va s'étaler sur les semaines et les mois à venir. Donc la reprise de l'entraînement va, en plus des mesures sanitaires, s'accompagne d'autres mesures. Donc toujours être à l'écoute aussi de son corps, puisque vous avez bien compris que le Covid il sera toujours là pendant plusieurs semaines et mois. Donc être à l'écoute de tous ces signes cliniques qui pourraient évoquer une infection Covid et savoir arrêter à temps, donc dès l'apparition de ces signes. Mesure aussi la tolérance de son entraînement, donc d'où l'intérêt des recommandations de surveillance de fréquence cardiaque à la reprise, donc actuellement à la reprise de son entraînement, mais aussi dans les mois qui suivent, puisque si on a une tranche de fréquence cardiaque habituellement sur Ergo et que dans 2 mois je vois que je me prends 10 points de fréquence cardiaque en plus, c'est pas cohérent, donc ça peut évoquer éventuellement un problème infectieux, ou en tout cas d'intolérance à l'entraînement. Et puis, il faudra également arrêter toute activité physique en cas de signe d'inadaptation à l'effort, donc douleur thoracique, sensation de palpitation, le cœur qui ne bat pas régulièrement, fréquence cardiaque irrégulière, essoufflement inhabituel, a fortiori en cas de malaise. Mais ce dernier petit point, on insiste dessus dans la période actuelle où il y a une infection par un virus qui a une toxicité cardiaque, mais ces recommandations-là, c'est du bon sens. Ça devrait toujours être en application. Mais il faut vraiment être vigilant à vraiment arrêter toute activité sportive à la moindre alerte cardiaque. Donc voilà un peu ce que je voulais évoquer au niveau des préconisations médicales
actuellement en termes de reprise sportive. Donc finalement, quel que soit le niveau de pratique, ça ne sera pas une erreur de faire un petit point médical avec un électrocardiogramme avec son médecin traitant. Après tout, l'électrocardiogramme, normalement, on devrait en faire un tous les 2 ans quand on fait du sport. Bah, pourquoi pas le faire maintenant? Et puis ce point médical avec son médecin du sport, bah, ça permettrait aussi de programmer la période actuelle de déconfinement, qui certes est orienté sur le virus en lui-même, mais doit être aussi orienté sur comment j'ai vécu mon confinement, si j'ai pris du poids ou si j'en ai perdu. On l'a déjà évoqué il y a quelques temps sur une autre présentation. Bah, comment rattraper ou perdre mon poids? Est-ce que j'ai eu une souffrance psychologique? Est-ce que j'ai eu des consommations de produits addictifs ou quoi que ce soit? Enfin voilà, comment j'ai vécu mon confinement? Est-ce que ma vie professionnelle, etc., universitaire est un peu désorganisée parce que j'ai un terrain anxieux induit par ce contexte sanitaire? Enfin voilà. Donc c'est aussi l'occasion de programmer au niveau médical cette période de déconfinement pour que ça se passe au mieux et programmer aussi l'entraînement avec le coach pour avoir vraiment un réentraînement qui soit progressif. Ça, c'est vraiment important. Et donc, pour bien aborder l'ensemble de ces thématiques, tant sur le Covid aussi, mais aussi la période de déconfinement, cette reprogrammation à l'effort, je vous invite à aller sur différents documents, dont celui du ministère, le guide sanitaire qui a été édité par le ministère cette semaine. Et puis, vous avez sur le site IRBMS tout un dossier consacré à ça, sur la gestion de poids, etc., sur la gestion du déconfinement actuel, sur les règles sanitaires à appliquer, pour que finalement la phase actuelle de déconfinement se passe au mieux et qu'elle puisse être la plus profitable pour nous en termes de tant de qualité de vie que de santé et puis de plaisir à retrouver l'activité sportive. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, on a une question là qui nous est posée par Bernard, que j'affiche. Alors, qui évoque effectivement la prise de température. C'est vrai qu'on a pas mal entendu parler pendant ces dernières semaines de l'importance de prendre cette température régulièrement. Donc, qu'est-ce que tu préconises justement par rapport à cela? Est-ce que c'est chaque sportif qui le fait régulièrement? Est-ce que ça doit être organisé par le club? Alors, ça peut être un indicateur, effectivement, la prise de température pour savoir si j'ai pas un petit train fébrile qui passe inaperçu, que je ne perçois pas parce que j'ai 38,5, 38,5 et je ne perçois pas que je suis de la température, alors que ça peut effectivement évoquer une période d'incubation. Par contre, ça serait une erreur de le faire au club. Pourquoi? Parce que il suffirait que le rameur il vienne au club en vélo pour que rien que l'effort de venir en vélo ou même en marchant, ça surélève notre température corporelle et donc là on a faussement une température à 38,5. C'est pas parce qu'il est malade, c'est parce qu'il est venu en vélo. Donc je pense que ça serait une erreur de le faire dans l'encadrement de l'effort, donc au sein du club. Par contre, on peut préconiser ça effectivement chez le rameur, mais chez lui le matin. La meilleure situation pour le faire, c'est je me lève, avant ou après le petit déjeuner, on s'en moque, mais voilà, c'est le matin. Donc toujours dans la même situation en plus pour que ce soit reproductible d'une journée à l'autre. Donc s'il y a prise de température, effectivement, ça peut être recommandé comme un indicateur, mais ça va faire le matin au domicile du rameur. C'est certainement pas ni l'entraîneur ni qui que ce soit au club à gérer ce genre de problématique. Donc là, c'est aussi une éducation à faire, à proposer au rameur. Hein. C'est dans le cadre de sa prise en charge, mais c'est à faire chez lui. Super. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Frédéric. C'est vraiment super complet. Et effectivement, on rappelle effectivement la présence du guide ou la réalisation du guide qui est sur le site du ministère, et puis de nombreux articles qui se trouvent sur le site de l'IRBMS, site qu'on a déjà évoqué effectivement sur la dernière webconférence concernant l'alimentation. Donc, il y a vraiment pas mal d'informations qui sont validées scientifiquement et donc que l'on peut suivre avec beaucoup d'attention.